anniversaire du service public de l'énergie. Je sais que cet événement fondateur qui a profondément marqué notre pays, nos industries, nos métiers et nos vies, comme celle de l'ensemble des citoyens, a aujourd'hui un goût amer. L'action syndicale est criminalisée, nos camarades sont condamnés à de la prison ferme. Pourtant, ils ne pillent pas le pays en planquant leurs cassettes dans les banques offshore. La loi El Khomri veut donner carte blanche au patronat et signer un recul historique des droits et des acquis sociaux des salariés. Eh bien, nous aussi, nous allons nous tourner un instant vers l'histoire, mais pas pour régresser comme le font depuis des décennies les cannibales du libéralisme et de la marchandisation. Non, pour avancer, s'inspirer, pour regarder vers l'avenir et le réinventer. De quelle histoire s'agit-il ? Celle de femmes et d'hommes courageux et tenaces qui se sont battus pour qu'existe notre service public et qui continuent à se battre pour qu'il subsiste. Celle aussi de Marcel Paul et de ses compagnons. Marcel Paul qui, à peine libéré des camps de la mort, décide de mettre en chantier la nationalisation et le statut des personnels des IEG. En quelques mois, le rêve de ces visionnaires est devenu réalité. Mais qu'ont-ils accompli en 1946 ? Ils ont réussi à appliquer les résolutions du Conseil national de la résistance, à donner naissance à deux grands ensembles industriels à partir de plus d'1 millier d'entreprises privées et d'une cinquantaine de régies publiques dont certains dirigeants avaient collaboré avec l'ennemi. À mettre l'énergie au service du développement de la nation avec la construction d'un parc industriel optimisé pour produire l'électricité qui n'existe pas dans la nature et par des infrastructures gazières pour recevoir le gaz négocié par des contrats long terme dans un esprit de coopération entre États. Convaincus que les intérêts privés et l'énergie n'ont rien à faire ensemble, ils ont proposé un modèle où la solidarité nationale, l'égalité entre les usagers et la lutte contre la précarité énergétique ont guidé les actions d'un service public par la péréquation tarifaire qui n'est possible que dans une situation de monopole public géré au niveau de la nation. Ils ont proposé au personnel, ingénieurs, cadres, techniciens, ouvriers et employés, des emplois pérennes et qualifiés, assis sur un système de formation professionnel performant, tant du point de vue technique que du point de vue de la culture de service public. Ils ont bâti pour les familles des activités sociales financées par 1% des recettes de vente de l'électricité et du gaz. C'est l'ouverture des colonies de vacances et des centres de famille qu'on nous envie encore aujourd'hui. Depuis des décennies, les gouvernements successifs s'acharnent à détruire ce qui a été construit. Les fleurons de notre industrie tombent entre les mains cupides de patrons et d'actionnaires qui n'ont que faire de solidarité, de l'accès durable à l'énergie pour tous. Nous voyons tous les jours les conséquences dramatiques du libéralisme avec sa concurrence aveugle, sa déréglementation à outrance et sa course au moins-disant social. Les consommateurs paient cher, les salariés travaillent plus pour gagner moins, ils mettent nos entreprises en faillite ou les font disparaître comme Gaz de France dans Engie. La situation d'Areva et d'EDF est tout à fait préoccupante. La loi transition énergétique vise à privatiser les barrages hydrauliques, à plafonner la production nucléaire. Il s'agit de fermer le thermique à flamme et bien sûr, les ENR, chers aux moralisateurs, sont, elles, offertes aux appétits privés. L'énergie est un bien précieux et vital. Ce n'est pas une marchandise qui doit céder à la quête délirante de profit. C'est pourquoi, à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, nous avons voulu, avec cette initiative, rappeler qu'il est grand temps de construire un nouveau modèle de société, un modèle basé sur une politique énergétique durable, respectueuse de l'environnement, conçue pour répondre aux besoins de tous, usagers des villes comme usagers des champs. Comment ? Par la création d'un pôle public de l'énergie, par une maîtrise publique de ce secteur et le regroupement de ces acteurs
dans une même entité. Pourquoi ? Pour redonner à la nation, aux citoyens et aux salariés du pouvoir par des droits nouveaux, pour décider, orienter et contrôler le fonctionnement, pour responsabiliser les entreprises à la notion d'intérêt général qu'elles oublient trop souvent, en les obligeant à plus de transparence. Nous devons agir pour défendre notre service public, mis à mal, menacé d'être totalement vidé de sa substance et de sa raison d'être. Pour avancer, il nous faut choisir le progrès social. C'est tout le sens du pôle public de l'énergie que nous voulons mettre en place. Et comme vous le verrez en écoutant nos camarades présents à mes côtés, les enjeux de l'énergie rejoignent ceux de bien d'autres secteurs, surtout à la veille de la révolution numérique. Aujourd'hui, à partir des problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés, nous voulons, dès à présent, affirmer que nous choisissons de construire un futur différent de celui qu'on nous vend aujourd'hui. Nous allons sortir de la vision à court terme des marchés financiers pour revitaliser le service public et prévoir les investissements nécessaires pour le futur. Relancer notre politique industrielle pour réussir les grands chantiers. Revitaliser le mix énergétique et la complémentarité entre les différents moyens de production et entre les énergies selon les usages. Les forces commerciales ne sont pas à anéantir, mais à mettre au service de la transition énergétique pour consommer mieux. Organiser le travail et la vie tels que nous les concevons, solidaires, fiers et libres, c'est tout le sens des projets que nous défendons. Et comme vous le verrez, les solutions sont là et rien ne s'oppose à leur mise en œuvre, sauf peut-être la volonté des dirigeants et l'audace des citoyens. Je vais maintenant passer la parole à notre camarade Thierry Lillier de la Fédération CGT des Transports. Merci Marie-Christine, merci. Effectivement, sans énergie, pas de transport. Et c'est toute notre économie qui s'en trouverait paralysée. Comme toi, nous faisons dans le secteur des transports le même constat. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et nous devons faire face aux conséquences désastreuses des actions menées par le capital, avec sa financiarisation de l'économie qui impacte tous les secteurs, dont celui du transport. C'est pour cela qu'à la Fédération, nous travaillons au concept d'un statut du salarié des transports. Quant à la stratégie du gouvernement, ou plutôt à son absence, on est dans le laisser-faire. Et c'est très loin d'être efficace pour la société. Cela engendre des catastrophes industrielles, sociales et nationales, parmi lesquelles le dumping social et fiscal, concurrence entre les territoires et les collectivités de la nation. Aujourd'hui, nous considérons qu'il est temps de mettre fin à cette mainmise du capital qui considère le service public comme un marché où l'argent fait la loi, où on s'accapare allègrement des financements publics des collectivités. Nous devons mettre en place un véritable outil afin de permettre la maîtrise démocratique des transports. Nous devons donner la priorité aux besoins sociaux sur l'ensemble du territoire. Et nous devons établir une réelle collaboration et complémentarité entre les différents modes de transport. Pour nous, la solution passe par un pôle public national des transports qui intégrerait l'ensemble des grands acteurs du secteur et travaillerait en étroite collaboration avec le pôle financier public. Au cœur du pôle public des transports, le droit au transport pour tous, l'égalité de traitement et la solidarité, il aura aussi vocation fondamentale à annihiler toute concurrence entre les opérateurs, entre les salariés et entre les territoires. Pour cela, nous mutualisons l'énergie, les savoir-faire, les moyens et les compétences en synergie avec le service public de l'équipement. Nous en ferons un outil national au service des collectivités pour une vraie cohésion territoriale et sociale. Aujourd'hui,
Nous l'affirmons, la propriété et la maîtrise des infrastructures du transport doivent nécessairement être publiques. Comme le pôle public de l'énergie, instance décisionnelle, doit être démocratique avec des représentants d'élus, de salariés, de citoyens et d'usagers, et des exigences de qualité sociale et environnementale. Nous voulons reconquérir et développer les services publics qui sont un facteur essentiel de notre économie. Rien n'interdit, juridiquement aujourd'hui, la France de constituer un pôle public national des transports. Il suffit juste d'une volonté politique, celle de faire face au low cost, au bas coût qui conduit à la concurrence des salariés entre eux. Une volonté qui doit s'opposer à l'Europe comme aux grands groupes. Une volonté qui apportera des solutions aux problèmes posés par l'application des conventions collectives et par le comportement des autorités organisatrices de l'État. Le pôle public des transports permettra de s'opposer concrètement aux errements du capital. Je laisse la place à notre camarade Gilbert Garel, secrétaire fédéral de la CGT des cheminots, pour vous parler de la situation du ferroviaire. Et je vous remercie. Merci Thierry, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'histoire des électriciens, des gaziers, des mineurs et celle des cheminots se conjuguent à la fois dans les dates et dans les manières de traiter ces corporations. Juste une brève introduction d'histoire. Au début des années 30, le système ferroviaire français est géré uniquement par des entreprises privées qui sont en faillite. Et c'est sous l'égide notamment de Pierre Sémar qu'en 1938 est créée la société anonyme, Société nationale des chemins de fer français, détenue à 51% par l'État. La SNCF est devenue EPIC à 100% publique par une loi d'organisation des transports intérieurs promulguée en 1982 pour une mise en application le 1er janvier 1983 sous l'égide de Charles Fitterman. Et depuis, les attaques n'ont pas cessé. En effet, dans les années 90, les gouvernements successifs et les dirigeants de la SNCF ont voulu transformer en véritable entreprise commerciale, séparant la gestion du réseau et en créant Réseau ferré de France en 1997. Cela rappelle certainement quelque chose à nos camarades électriciens et gaziers. Ils ont mis nos missions de service public sous la menace permanente de la privatisation et de l'ouverture à la concurrence. Et aujourd'hui, nous sommes, comme dans le secteur de l'énergie, nous en voyons les conséquences désastreuses. Pourtant, au départ, il a été présenté aux cheminots et à la nation que la concurrence serait une opportunité, un facteur de développement, quasiment une aubaine. Dans la réalité, la libéralisation du fret ferroviaire, généralisée en 2006, s'est faite au détriment de pans entiers de notre territoire, avec toute l'attention portée vers les secteurs les plus lucratifs, sans se soucier le moins du monde des besoins, des investissements ou des développements du fret ferroviaire dans notre pays. Au mépris de tous les discours sur l'environnement et le réchauffement climatique, sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, sur la volonté de désengorger le réseau routier ou de lutter contre la désertification des territoires ruraux, des millions de camions ont été jetés sur les routes par la SNCF elle-même avec sa filiale Géodis. L'État s'est désengagé, a libéralisé, a fragilisé le réseau et mis en danger notre industrie ferroviaire. On a favorisé la route au détriment du rail et d'un réseau ferré qui irriguait l'ensemble du territoire. Eh bien, malgré ces dégâts, des dégâts directement causés par la libéralisation et l'ouverture au marché du service public, nos dirigeants politiques et d'entreprises nous entraînent sur la même pente aujourd'hui avec le transport des voyageurs. La loi du 4 août 2014, qui a éclaté la SNCF en 3 entités et qui a surtout acté le désengagement de l'État sur la dette du système ferroviaire et la régénération du réseau, s'inscrit toujours et encore dans cette logique de casse. Et pour en rajouter, la loi Macron a totalement libéralisé les bus nationaux dans une volonté délibérée de destruction et de mise en concurrence des différents modes de transport. Désormais, les plus pauvres ou ceux qui habitent dans les territoires ruraux voyageront en bus, tandis que les trains seront réservés à ceux qui ont les moyens et vivent dans les métropoles. Et cela n'est qu'un exemple pour les trains nationaux d'équilibre du territoire, mieux connus sous le nom de train corail. Pour le TGV, c'est tout aussi scandaleux, avec un TGV qui arrive au cœur de Paris pour les plus riches et les plus aisés, tandis que les citoyens de seconde classe voyagent dans un TGV low cost,
moins confortable, plus contraignant puisque débarquer à Marne-la-Vallée avec des services optionnels payants, y compris sur le nombre de voyages. Et pour les voyageurs de 3e classe, eux, se retrouveront en bus dans des conditions de voyage épouvantables pour des trajets interminables. Les usagers et les salariés payent donc directement les pots cassés de l'ultralibéralisme. Pour nous aussi, les cheminots, seule une gestion nationale dans le cadre d'un service public est apte à répondre aujourd'hui aux besoins des citoyens. Voilà la bataille du rail qui est à mener, c'est une reconquête d'un grand service public national du transport ferroviaire, fret et voyageurs, sous le contrôle des citoyens et des salariés. Pourquoi ? Pour irriguer l'ensemble des territoires dans une complémentarité des modes de transport. Et plutôt que de nous enfermer dans le déclinisme et d'offrir sur un plateau au secteur privé notre patrimoine national, nous devons lutter contre cette logique mortifère, contre cette libéralisation complètement délirante. Créons donc un pôle public d'investissement apte à financer l'entretien et le développement de notre réseau ferroviaire, portuaire, des voies routières et navigables. Un pôle où les salariés du secteur, les usagers et les contribuables seraient associés. Continuons à défendre notre service public et de transporter ses valeurs pour développer notre économie et favoriser la réindustrialisation du pays. Car l'industrie ferroviaire, qui est un fleuron national reconnu, est en grand danger aujourd'hui à cause des politiques menées depuis 15 ans dans notre pays. Sur ce sujet, je vais donc laisser la place à notre camarade des fédérations des travailleurs de la métallurgie, Bernard Devers, pour vous en dire plus. Merci. Voilà, je suis un peu plus grand, moi. Merci Gilbert. La branche de la métallurgie, qui rassemble énormément de filières industrielles, a toujours occupé un rôle majeur et essentiel au sein de l'industrie française. Sans rentrer dans le détail, la métallurgie compte, dans les années 83, plus de 2 400 000 salariés, mais avec 27 groupes nationalisés. À cette époque, dans le pays, nous étions dans une stratégie politique bien définie, celle d'un plan national de développement avec de grands projets, associant entreprises publiques et industrielles dans des activités majeures comme l'énergie, le transport aérien, le ferroviaire, les télécoms, mais aussi la recherche ou encore la santé. Ce sont des programmes comme Airbus, le TGV, le supercalculateur, l'imagerie médicale, les réseaux par satellite de télécom, l'énergie avec les centrales qui ont vu le jour. En 1986, le gouvernement fait le choix de s'en remettre à la loi du marché et rappelez-vous du fameux NINI, c'est-à-dire ni privatisation ni nationalisation. C'est une logique de désengagement de l'État actionnaire qui s'est engagé par le biais de rapprochements capitalistiques avec des groupes privés. Aérospatiale devient EADS avec les Allemands, BAE en Angleterre. Péchinet est racheté par le Canadien Alcan. Usinor devient Arcelor. Alcatel s'associe avec l'Américain Lucent. Alstom avec l'Anglais Jack. Bull avec l'Américain Honeywell, pour ces quelques exemples. La stratégie des groupes ayant pour objectif de répondre aux exigences des actionnaires et des marchés financiers. Pendant ces décennies, on a assisté dans un premier temps à une politique de filialisation des groupes, suivie d'une logique d'externalisation des activités qui ne seraient pas considérées comme faisant partie du cœur du métier de l'entreprise. C'est l'éclatement des entreprises en une PMisation des activités, accompagnée de délocalisation et de fermeture massive d'établissements. La gestion des groupes est de plus en plus orientée vers la financiarisation qui fragilise l'investissement, la recherche, l'emploi qualifié, l'industrie dans sa capacité à répondre aux besoins sociaux, économiques et environnementaux. Après Péchinet ces dernières années, après la vente de Péchinet, d'Arcelor, de Bull, la France offre aux investisseurs étrangers ses fleurons industriels comme Alstom à General Electric, Renault d'une certaine manière, PSA aux Chinois, Alcatel avec Nokia, Microélectronique, Areva aujourd'hui, Alstom ferroviaire demain peut-être. À chaque fois, ce sont des centres de décision qui s'éloignent des salariés et des pouvoirs publics. Un tissu industriel qui est mis à mal et une perte de maîtrise des technologies, des savoir-faire, voire des brevets. Et où en sommes-nous concrètement aujourd'hui ? La métallurgie, c'est 1 300 000 de salariés
répartis dans plus de 47 000 entreprises, dont 40% d'ouvriers qualifiés et une montée de nombre d'ingénieurs, ainsi que 200 000 intérimaires et également 45 000 apprentis et stagiaires. La réalité est que la France est dans l'incapacité de produire suffisamment pour répondre aux besoins de la population et du pays. Aujourd'hui, on importe 60% des produits industriels, ce qui pose l'urgence d'avoir une réelle politique de réindustrialisation, d'un service public efficace et d'un État stratège. Tous ces choix mettent en évidence deux idées. Plus que jamais, le devenir de l'industrie ne peut se faire sans un lien étroit et convergent avec les secteurs et le service public, qui sont eux aussi d'ailleurs confrontés à des politiques libérales avec l'ouverture des marchés à la concurrence, comme c'est le cas dans le transport ferroviaire, l'énergie, l'hôpital, mais aussi le transport aérien et maritime ou encore les télécoms, comme on l'a vu. La deuxième idée, c'est que le lien entre activité industrielle et les services est devenu une réalité dans l'activité des entreprises. Mais avec la numérisation ou de révolution numérique de l'industrie, patronat et gouvernement mènent une politique de service plutôt que de production, opposant vieille industrie et industrie dite du futur. Une industrie du futur axée essentiellement sur le développement de niches, de vitrines, de briques technologiques dans une optique de conquête des marchés dans le monde, de la compétitivité des entreprises toujours plus et de la flexibilité du travail. On comprend qu'avec cette stratégie libérale, le patronat de la métallurgie, lui-même, cherche aujourd'hui à réduire les droits et les garanties collectives des salariés dans une négociation de conventions collectives futures. Malgré ce recul de l'industrie, avec un impact considérable dans notre branche de la métallurgie, les filières industrielles représentent encore beaucoup d'atouts pour répondre aux besoins, qu'ils soient actuels et futurs. Le niveau de la connaissance des sciences, des technologies, des compétences et qualifications font de l'industrie un véritable levier pour le progrès social du pays. Le lien entre les services publics et les territoires se développe, nécessitant une plus grande transparence et une maîtrise publique par les salariés et les élus. Le lien entre les entreprises publiques et l'industrie est indispensable pour gagner une véritable politique industrielle. L'urgence est de gagner donc une politique de développement des capacités de production industrielle et d'emploi sur le territoire en s'appuyant sur ce qui existe aujourd'hui. Il s'agit aussi de permettre aux salariés de peser sur une évolution maîtrisée des nouvelles technologies, sur l'organisation du travail, la production, l'innovation, la qualification, la formation, l'emploi et aussi par une revalorisation du travail, ce qui tourne le dos à la politique d'aujourd'hui. Pour cela, il nous faut sortir de la pression financière et transformer les critères de gestion des entreprises en imposant une vraie prise en compte des dimensions sociales et environnementales et avec un autre modèle de développement. Je vais maintenant laisser la parole donc à notre camarade Alexandre Derini, secrétaire général adjoint de la Fédération des finances CGT. Merci Bernard. Alors effectivement, un pôle financier public pourrait radicalement changer un système économique en train de sombrer. Mais c'est aussi l'ensemble de la fiscalité qu'il convient de réformer pour rendre à l'État les capacités financières de répondre aux besoins sociaux de la population. Alors à cet égard, en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a fixé dans les grandes lignes la finalité des prélèvements obligatoires. Et ceci, bien évidemment, dans un idéal de justice, afin que chacun contribue équitablement en fonction de ses moyens à l'intérêt général. Si le système fiscal a mis du temps à se rapprocher de cet idéal, c'est avec l'instauration de l'impôt sur le revenu en juillet 1914 qu'on s'en est le plus rapproché. Alors vous vous en doutez, les oppositions étaient extrêmement vives quant à son application et c'était déjà à l'époque une histoire de gros sous. Alors aujourd'hui, où en est-on ? L'impôt sur le revenu a été émietté par les très nombreuses niches fiscales
En fait, ils ne représentent plus aujourd'hui que 25% des recettes de l'État. Et bien entendu, il n'y a pas de surprise, cela favorise les plus aisés, puisque la baisse des taux d'imposition a largement allégé la contribution de ceux qui ont le plus de moyens, et les 2/3 des niches fiscales sont trustées par les 10% les plus riches. Alors pour quelles conséquences ? D'abord, c'est une grave mise en danger de l'ensemble des finances publiques, avec des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises, mais aussi un report de la pression fiscale vers les personnes ayant des revenus faibles ou moyens. En effet, les taxes sur la consommation, comme la TVA par exemple, qui ne prennent absolument pas en compte les revenus des personnes, ont largement remplacé les taxes plus justes, comme l'impôt sur le revenu. L'État a donc peu à peu cédé aux pressions des différents lobbies. Des lobbies qui participent le moins possible à l'effort collectif pour maximiser toujours plus leurs profits. Mais en faisant cela, l'État a largement fragilisé sa capacité à se financer. Il a aussi perdu son autonomie et se retrouve incapable de mener de grandes politiques publiques en faveur de l'intérêt général, comme cela devrait être le cas en matière d'énergie, par exemple. Tout d'abord, il laisse des opérateurs privés, animés par des motivations exclusivement mercantiles, assumer des missions de service public. Ensuite, il sombre peu à peu dans une logique de redevance ou de paiement de taxes pour l'accomplissement d'un service, voire de taxes affectées. Des taxes très souvent utilisées dans la fiscalité énergétique. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une taxe affectée ? C'est une taxe qui va être mise en place pour agir directement sur un comportement. Et les recettes de cette taxe sont affectées à un service. Alors prenons un exemple. Pour réduire la circulation automobile en ville, on va imaginer mettre en place une surtaxe sur le carburant. Les recettes sont affectées au financement des transports en commun. Le but, c'est donc de réduire la circulation automobile. Mais si cet objectif est atteint, notamment en dissuadant les gens de prendre leur voiture et en les incitant à prendre les transports en commun, eh bien, à terme, les recettes vont baisser. Et il ne sera plus du tout possible de financer ces mêmes transports en commun. On voit donc la limite de cette logique de politique de financement. Aujourd'hui, nous sommes bien loin de l'idéal citoyen, de la Déclaration des droits de l'homme, qui préconisait la mise en place de prélèvements justes, consentis par tous, c'est-à-dire un pot commun où les capacités de chacun sont prises en compte et où la décision d'utiliser ce pot commun revient à tous, dans l'intérêt de tous, pour que chaque citoyen bénéficie du même service, quelle que soit sa situation ou ses revenus. C'est pourquoi il est impératif de reconquérir cet idéal. Il est indispensable de bâtir un système de prélèvement plus juste et plus efficace, capable de financer des grands projets comme la transition énergétique. Il est nécessaire de mettre en place d'autres circuits de financement où les marchés ne pourront plus guider les choix d'investissement. Il est aussi important de permettre à la puissance publique de se doter des moyens de financement nécessaires pour répondre aux besoins de tous. C'est tout le sens de la revendication CGT du pôle financier public. En valorisant un autre type de croissance au service du plein emploi solidaire et du développement humain durable. Le pôle financier public jouera un rôle majeur en favorisant les aides et les garanties, la distribution de crédits et la participation au capital. Il permettra à l'État, comme aux citoyens, d'intervenir directement dans la gestion des entreprises et d'agir pour plus de justice sociale. Je vous remercie et je vais maintenant laisser s'exprimer notre camarade Christian Matorel de la Fédération des activités postales et télécommunications. Merci Alexandre. Les agents des PTT ont
administration d'État ont été de toutes les conquêtes sociales du XXe siècle, des conquêtes qui ont contribué à construire notre service public notre service public à la française. Mais nous avons aussi été les premiers concernés par la privatisation dans le cadre de la dérèglement des télécoms et d'un processus qui a démarré avec la loi Roncarquilles en 1990, avec les mêmes conséquences que celles évoquées par nos camarades: déréglementation, dumping social organisé par le patronat, multiplication des emplois précaires, de la sous-traitance, fin du monopole public d'État, nouvelles règles de management par objectif, explosion du nombre d'entreprises et transformation du téléphone en un objet de consommation. Les salariés, majoritairement fonctionnaires d'État jusqu'à aujourd'hui, recrutés et formés pour rendre ce service public de qualité, convaincus de leur mission, ont très mal vécu ces bouleversements. Le paroxysme a été atteint avec la crise des suicides, ce qu'on a appelé la crise des suicides à France Télécom en 2009. Mais la Poste n'est pas en reste, elle connaît aussi des bouleversements puisqu'elle accélère actuellement sa transformation et prépare l'entrée du groupe sur le marché. Ce qui était la mission de service public, celle d'assurer l'accès pour tous aux moyens modernes de communication, écrite, orale ou visuelle, est aujourd'hui bafouée au bénéfice du profit. Pour nous, la privatisation ne met pas fin à la bataille pour un service public de la communication. Au contraire, il ne la rend que plus impérieuse. C'est ce qui a généré notre décision de devenir la fédération des activités des salariés de ce qui est devenu le secteur des activités postales et de télécommunications, avec l'objectif d'organiser et de travailler les convergences revendicatives et de lutte interentreprises dans le secteur. Le rapprochement, d'ailleurs avorté, qui est tout à fait d'actualité, Orange-Bouygues, illustre bien le besoin de travailler ces convergences, puisque, bien sûr, c'était bien les salariés qui étaient aussi sur la sellette au travers de cette opération. La transformation numérique de la société renforce la nécessité de sanctuariser un droit d'accès pour tous aux services et aux contenus d'aujourd'hui et de demain. Vecteur de démocratie, de sociabilité et de savoir, le droit à la communication doit devenir un droit fondamental, comme le revendique la CGT. Un droit protégé du marché pour garantir l'intérêt général. Nos revendications dépassent notre seule fédération, puisqu'elles concernent directement, Bernard l'a dit, beaucoup d'enjeux industriels, mais aussi d'autres exemples. On peut dire que sans énergie, pas de réseau de communication, et sans réseau de communication, pas de numérique. Et à partir de là, qu'est-ce qu'une transformation numérique ? De quoi parle-t-on en termes de transformation numérique sans réseau de communication ? Notre fédération, nous revendiquons une appropriation publique des activités postales et de télécommunications qui, entre autres, inclut la maîtrise publique nationale des réseaux, cuivre, fibre optique, 4G, mais aussi du réseau des activités postales. Cette nationalisation du XXIe siècle, comme nous l'appelons, implique l'intervention des usagers et des salariés dans les choix stratégiques de l'État et des entreprises. Cette intervention pourra se faire, c'est une de nos propositions, au travers d'une instance composée de citoyens, de salariés, d'élus et de représentants de l'État. Cette instance pourra élaborer un cahier des charges sur des missions de service public et en contrôler la bonne application. Ainsi, l'ensemble des acteurs, y compris les opérateurs, s'engageront à respecter l'intérêt général et l'égalité d'accès sur l'ensemble du territoire. Chaque citoyen aura ainsi accès à la communication du futur, quelle que soit sa localisation et ses ressources. Compte tenu des investissements lourds nécessaires, nous revendiquons également la mise à contribution financière des acteurs qui tirent profit de l'utilisation des réseaux de communication pour faire fortune, tels bien sûr les opérateurs, mais aussi les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Au moment où la Poste poursuit sa transformation capitalistique en passant d'un service public à une monétisation des services, nous réaffirmons la nécessité
pour la Poste de répondre aux besoins de la population. Comment ? Par la proximité, en maintenant une distribution du courrier 6 jours sur 7, des bureaux de poste sur l'ensemble du territoire et par la présence humaine dans ces bureaux pour assurer une qualité de service, mais aussi pour éviter les suppressions d'emplois voulues par le patronat, ce n'est pas un scoop, en remplaçant les êtres humains par des machines, par des automates. Et la banque postale, qui fait partie intégrante du groupe La Poste, doit enfin rester une banque pas comme les autres. Car sa finalité est de permettre à chacun d'avoir un compte, quel que soit son niveau de solvabilité. Elle doit rester en dehors de toute activité spéculative et intégrer le pôle financier public revendiqué par la CGT. Le droit à la communication est vital, au même titre que le droit à l'énergie, à l'eau, au transport, au logement, à l'éducation, à l'emploi et à la santé. Et puisque je parle de santé, je passe la parole à mon camarade Patrick Bourdillon de la Fédération Santé et Action Sociale, qui va vous en dire plus sur le sujet. Merci. Merci Christian. Oui, on a le droit à la santé, le droit à la santé, le droit à la protection sociale. Le droit à l'action sociale, c'est un droit fondamental qui doit être garanti à tous. Pourtant, cela ne paraît pas être une priorité de nos gouvernants. La nouvelle loi santé, qui vise à une réorganisation sans précédent de notre secteur et un plan de 50 milliards d'économies de la dépense publique, dont 10 milliards sur la santé, dont 3 dans les hôpitaux jusqu'en 2017, va avoir de lourdes conséquences pour la population. Quelles conséquences ? Moins de proximité, donc moins d'accès aux soins. De grands centres hospitaliers qui n'arriveront plus à répondre aux besoins de la population, des temps d'attente de plus en plus longs pour obtenir un rendez-vous, la création d'une santé à 2 vitesses, avec les patients les plus aisés qui se feront soigner dans des cliniques privées, tandis que les autres attendront. Vous le savez, de nombreuses personnes renoncent déjà à se soigner, faute de moyens. Or, avec la loi de modernisation de la santé, dite de modernisation de la santé, on se dirige vers un manque et une limitation d'accès aux soins encore plus criants. La santé est un droit, pas une marchandise. Pourtant, entre de plus en plus de logiques de prestations marchandes et de relations, je mets des guillemets, clientèle, aux dépens de la relation patient-soignant, les attaques contre 2 piliers de notre système de protection sociale à la française sont de plus en plus violentes. Je parle du régime solidaire de la sécurité sociale et du service public, bien sûr. Depuis des années, les gouvernants et les économistes libéraux nous disent qu'il est indispensable de baisser les dépenses de santé. En réalité, leur objectif consiste uniquement à baisser les dépenses de santé remboursées, celles prises en charge par la sécurité sociale obligatoire et solidaire. Pourtant, parce que les montants financiers non couverts par la protection sociale solidaire sont un marché pour le monde de la finance, de l'assurance et du commerce, quelle aubaine pour celles et ceux qui lorgnent depuis des années sur les montants financiers de la protection sociale et sur les revenus d'activité soins-action sociale de plus en plus lucratifs. Les conditions de travail des professionnels et des personnels, la prise en charge des patients se dégradent depuis des années, faisant du secteur de la santé et de l'action sociale la branche professionnelle où le taux d'accident du travail et de maladies professionnelles atteint le niveau du secteur du bâtiment. Sans parler des suicides. Les pressions financières sur les établissements, comme sur les professionnels, les usagers et les patients, sont considérables. Les établissements seraient mal gérés, les professionnels gaspilleraient des moyens, les usagers consommeraient trop de soins et abuseraient de la protection sociale. Les expressions sur les abus se multiplient. C'est faux. En réalité, nous ne sommes plus dans la limite de la recherche d'un équilibre de notre système de protection sociale. Des limites générées par la sous-emploi, la précarité et les bas salaires. Non, nous sommes dans une toute autre logique, celle d'alimenter le budget de l'État et les engagements européens sur le dos du financement de la sécurité sociale. Les récentes déclarations accélèrent et amplifient encore cette orientation libérale. Les nouvelles lois santé, de déontologie des fonctionnaires et la création des groupements hospitaliers de territoire en sont les outils. Désormais, avec une mise en chantier immédiate et pour dégager 10 milliards d'euros en 2017, de nouveaux coups de rabot seront portés et modifieront en profondeur la loi de finances de la sécurité sociale. Rappelons au passage que la dite loi connaissait déjà un taux d'évolution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie historiquement bas et décalé pour les établissements de santé, des soins en ville, c'est-à-dire la gravité et les lourdes conséquences à venir si on n'infléchit pas ces mesures. Mais attention,
L'optimisation des gains ne s'exerce pas que sur les établissements. Non, un nouveau plan se dessine sournoisement avec le transfert des dépenses de santé vers les patients, les familles, avec des pressions sur les durées d'hospitalisation, avec le développement de l'ambulatoire, dont l'objet n'est en aucune manière guidé par un intérêt de santé publique, mais par des mesures d'économie contraintes. Il est temps d'agir pour mettre en place un grand service public de santé et d'action sociale qui regrouperait l'ensemble des structures et des personnels sur notre territoire. Un service dont la maîtrise publique servirait l'intérêt général et non les lobbies et les grands groupes privés lucratifs. Aujourd'hui, nous réclamons un nouveau cadre législatif pour la santé et l'action sociale. Les recettes et les dépenses de protection sociale doivent devenir une priorité nationale. Nous devons mettre fin à cette pression idéologique insupportable qui vise à diminuer l'indispensable. Nous devons également sortir les établissements surendettés de la spirale infernale imposée par les créanciers. Le budget de la Sécu ne doit pas financer les banques. Les lois de régression dans nos systèmes de santé doivent être abrogées. Le maintien de la qualité des soins et de la prise en charge des patients et des usagers passe par la reconnaissance des qualifications des professionnels dans le privé comme dans le public, dans la santé et l'action sociale. Il est urgent de répondre vraiment aux besoins sanitaires et sociaux de la population. Et cela passe par une démarche démocratique ainsi que des perspectives solidaires et novatrices pour la santé. Cela passe aussi par une vraie prise en compte de ce secteur d'activité publique qui touche au cœur de la nation et à l'intimité de chacune et de chacun. Le rendre responsable des dépenses insupportables pour l'État, c'est imaginer définir combien coûte une vie. Qui peut dire combien coûte une vie ? Chacune et chacun doit réfléchir à cela. La santé ne peut devenir une marchandise qui permet à certains de s'enrichir. Le grand service public de santé que nous voulons doit se construire dans la volonté du bien commun. Et c'est pour ça que, comme mes camarades qui sont derrière moi, nous le voulons public. Je vous remercie. Merci Patrick et merci à vous tous pour ces engagements forts et ces propositions concrètes. Vous l'avez entendu, il est possible de changer les choses dès aujourd'hui. Il est possible de choisir et de construire un nouveau modèle de société plus juste et solidaire, tourné vers le progrès humain. Et s'il m'est permis d'emprunter ces mots aux compagnons de lutte de Marcel Paul à Buchenwald, je conclurai en affirmant ceci. Notre idéal est la construction d'un nouveau monde dans la paix et la liberté. Je vous remercie de votre attention.